Oui, Paul, le nucléaire français sous très haute tension avec un champion. Ex-champion, devrait-on dire fatigué, dont la suprématie est clairement menacée. Areva, qui enregistre une perte, entendez bien, nette de 4,9 milliards d'euros en 2014 et de très lourdes conséquences en termes de suppression d'emplois. On va en parler. Qu'en est-il aussi de nos fleurons industriels? Et puis, il y a les Chinois qui font leur entrée dans le nucléaire européen, notamment britannique, et qui nous taillent des croupières. L'analyse et le débat avec nos invités dans quelques instants. Mais d'abord, le rappel des faits. Regardez, c'est avec Mounir Soussi. Programmé pour être le fer de lance du nucléaire français à l'international, Areva, dirigé par Anne Lauvergeon de 2001 à 2011, a fait plusieurs paris risqués. Le rachat d'Uramin et ses gisements d'uranium en Afrique a fait perdre plus de 3 milliards d'euros au groupe. Les retards et les difficultés dans la construction des réacteurs EPR à Flamanville en Finlande ont écorné l'image du groupe et plombé ses livres de compte. La facture s'élève à 9 milliards d'euros, le triple du budget prévu. La guerre de leadership entre l'ancienne patronne d'Areva et Henri Proglio, à la tête d'EDF à l'époque, a desservi la cohérence de la filière nucléaire. En 2009, la perte d'un marché pour 2 centrales à Abu Dhabi au profit du constructeur coréen a porté un coup dur au groupe. En 2014, Areva a accusé une perte de près de 5 milliards d'euros. L'État actionnaire à 87% commence à être pointé du doigt. Pour éviter la faillite, des discussions sont en cours. EDF devrait prendre le contrôle de la branche réacteur d'Areva au second semestre 2016. Et nos invités ce soir, Lionel Takoun, bonsoir. Et bienvenue, vous êtes chercheur, docteur en physique, auteur du livre L'inexorable décadence du nucléaire français aux éditions L'Harmattan. Merci d'être en notre compagnie. Avec nous également Bruno Blanchon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de la branche énergie à la Fédération des mines et de l'énergie de la CGT, employé d'Areva également. Okay. Michel Rivasi, bonsoir. Députée européenne, Europe Écologie Les Verts. Et nous accompagne également ce soir Jean-Sébastien Ferjou. Bienvenue et bonsoir. Bonsoir. Fondateur et directeur du site Atlantico. Alors, madame, messieurs, d'abord, les chiffres. Juste, on va faire un point ensemble, Bruno Blanchon, sur les chiffres qui sont conséquents. Le géant du nucléaire qui a donc enregistré une perte colossale, on en a souvent parlé, et met en place un lourd, très lourd plan de restructuration qui est dans l'actualité ces jours-ci. Est-ce que pour vous, il y aura un avant et un après pour ce fleuron? D'ailleurs, est-ce qu'on peut encore dire fleuron? Il y aura évidemment un avant et un après. Alors, sur la réalité des chiffres, il y a un aspect qui nous paraît essentiel, c'est celui des normes comptables et de l'adéquation des normes comptables internationales avec la réalité physique des entreprises. C'est-à-dire? Quand vous parlez de 5 milliards, de près de 5 milliards d'euros de pertes, il faut savoir qu'il y a 90% de ces 5 milliards d'euros qui sont en fait des lignes comptables qui ne reflètent pas la réalité économique de l'entreprise. Je vais prendre un exemple, 1 milliard de ce qu'on appelle des dépréciations d'impôts différés d'actifs, c'est une ligne tout simplement fiscale qui ne représente pas de la réalité. C'est pire ou c'est moins pire dans ce cas-là? C'est moins pire, sauf que ça pose un problème politique sur l'application de ces normes comptables qu'avait d'ailleurs soulevé le président de Dexia à l'époque, c'est-à-dire que des lignes comptables qui sont destinées qui sont appliquées à des industries à cycle long dont les actifs ne sont pas destinés à être échangés. D'une certaine manière, comme une toute nouvelle direction, on passe les comptes à la paille de fer en étant assez inventif dans les lignes comptables, de manière à justifier après des suppressions d'emplois. Alors, oui, on va sortir, mais il n'en reste pas moins vrai que ça pèse forcément à la fois sur l'image du groupe à l'extérieur, mais aussi sur les salariés et sur les mesures que la direction veut leur appliquer. Oui, un tour de table, Lionel Takoun. Si on devait décrire le malade Areva, d'abord, est-ce qu'il est vraiment malade et quelle phase, j'allais dire? C'est pas Areva qui est malade, c'est le nucléaire français qui est malade. Hein. Et avec un tel état, si vous voulez, on peut se douter que les raisons ne sont pas il y a 5 ou 10 ans. Ces raisons remontent maintenant il y a 25 ans. J'ai eu des responsabilités dans le programme nucléaire français. Oui. Et vers 1988-90, je suis parti sur d'autres responsabilités. Et j'ai constaté avec beaucoup de surprise que la France faisait un choix technologique majeur. Au lieu de transformer progressivement les réacteurs qui fonctionnaient, les réacteurs du programme précédent, nous avons décidé de faire un saut vers un réacteur presque entièrement nouveau, qui s'appelle l'EPR. Bien sûr. Donc il y avait soit le choix technique de progresser... Une continuité. De continuité, soit un saut, hein, l'EPR. Et le comble à l'heure actuelle, c'est que cette partie d'amélioration progressive
a été faite par les Chinois. Et maintenant, on se retrouve avec notre saut technologique, le PR, d'une part, et le réacteur Hualong-1, qui est finalement une transformation progressive sur 20-25 ans de nos propres réacteurs. Donc il y a une situation contrastée. On a le PR qui est quand même Oui. un formidable outil technologique. On va voir quand il sera mis en place. Un point à dire, mais je me tais. Le deuxième point, si vous voulez, c'est que pendant 16 ans, il n'y a pas eu de chantier nucléaire en France. Or, quand une industrie... Et ça vous choque, cela, hein? Bon, écoutez, pendant 16 ans, vous vous rendez compte, mais les gens, ils sont partis en retraite, ou ils sont morts, ou ils ont changé de secteur. Michel Rivasi, on imagine que vous ne partagez pas du tout cette opinion. C'est-à-dire que quand vous posez la question du nucléaire, et là je suis d'accord avec vous, c'est une vraie faillite. C'est une faillite financière d'abord, parce qu'on s'aperçoit que le nucléaire, contrairement à ce qui a été dit, et grâce à la commission d'enquête quand même sur les vrais coûts du nucléaire, ça coûte une fortune. Et c'est quand même la seule énergie où plus on attend, plus ça coûte cher. Hein, on le voit déjà sur le réacteur, parce qu'il va falloir remettre aux normes les réacteurs, et on sait la grande loi sur le carénage, ça a été évalué à plus de 110 milliards. Et puis les choix n'ont pas été bons, parce que moi j'étais Les choix députée... de qui, pardon, les choix au niveau de l'État, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est l'État qui décide, c'est lui l'actionnaire principal. Et lorsqu'il y a eu le choix de l'EPR, moi j'ai connu ça quand j'étais députée à l'Assemblée nationale en 99. Déjà à l'époque, on disait mais pourquoi un réacteur aussi énorme, aussi gros? Parce qu'il ne va plus correspondre, pourtant moi je suis anti-nucléaire, mais même sur le choix tactique de ce réacteur. Alors au début, ils disaient qu'il était révolutionnaire, après ils se disent non, il n'est pas tellement révolutionnaire, il est évolutionnaire. Ça a été, et vous voyez bien le fiasco à l'heure actuelle, on est incapable de le construire. Il était évalué à 3 milliards, il coûte plus de 10 milliards. Regardez en Finlande, on n'arrive pas à le sortir, ce réacteur. Oui. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, et ça touche à Areva, c'est que dans les 5 milliards, il y a aussi les 3 milliards du choix d'Uramine. Et où Anne Lauvergeon, elle est directement impliquée. On va parler des responsabilités, c'est important, mais je veux rester sur le rôle de l'État, parce que finalement, est-ce que vous êtes d'accord pour dire, Jean-Sébastien Ferjou, plus généralement, qu'il y a un échec du modèle français pendant de nombreuses années, à la fois parce qu'il y a eu une bataille, une guerre fratricide entre EDF et Areva, alors aujourd'hui ça conduit à un rapprochement, et d'une vision des politiques publiques dans ce domaine? Je crois que oui, il y a deux temps dans l'histoire du nucléaire français. Il y a l'esprit de 1945 et ce qu'on a réussi à construire, où il y avait deux acteurs principaux, le commissariat à l'énergie atomique à l'époque et EDF de l'autre côté. C'est ce qui a permis qu'on construise les centrales nucléaires françaises, qui ont permis à la France d'avoir l'électricité parmi les électricités les moins chères du monde, alors qu'on avait très peu de matières premières. Et puis après, il y a eu des décisions politiques. Donc en fait, le politique a été bon au début, et puis ensuite, il s'est planté. Vous parliez d'EPR tout à l'heure, c'est une décision politique. À un moment, François Mitterrand a décidé on devait refaire dans le nucléaire la même chose que ce qui s'était passé avec Airbus. Donc là, on a poussé... Poussé d'ailleurs par Anne Lauvergeon, puisqu'on a parlé de son rôle. On a poussé les acteurs français à s'allier avec Siemens pour produire l'EPR. Et là où auparavant, il y avait une grande réussite de l'industrie nucléaire française, à savoir qu'aucun aucun autre pays n'avait été capable de faire ça. On savait construire des réacteurs et des centrales nucléaires, on avait industrialisé le processus, c'est-à-dire qu'on savait en construire plein d'affilés. L'EPR, on a été incapable de reproduire ça, et non seulement on a été incapable de le faire, mais pendant des années, on s'est enfermé dans une série, et vous l'abordiez, et c'est ce que j'imagine vous avez pu vivre aussi, on s'est enfermé dans une série de mauvais choix. Ouais. À ça se sont ajoutées les responsabilités spécifiques de Madame Lauvergeon, puisqu'il y a à la fois l'EPR, elle a fait aussi des choix, par-dessus le choix politique de faire l'EPR, le choix technologique de faire l'EPR, elle a fait des choix aussi, elle, de le faire sans EDF, en l'occurrence d'aller produire un premier EPR en Finlande, qui est un gouffre financier. Et il y avait aussi, on connaissait les relations à l'époque avec le patron d'EDF, plombé les comptes d'Areva, parce qu'on peut certes parler des normes comptables, mais derrière les normes comptables, il y a quand même les contrats qui sont signés ou qui ne sont pas signés par l'industrie nucléaire française. Et là, on voit bien qu'on n'en signe plus. Et donc, il y a eu effectivement l'EPR et il y a eu les investissements dans les mines. Quel gâchis! Même Michel Rivasi, qui est député européen Europe Écologie Les Verts, vous êtes en train de nous dire quel gâchis pour ce retard qui est pris aujourd'hui. Mais quel gâchis, parce que tout cet argent qu'on a mis dans cette EPR, tout cet argent qu'on a mis pour acheter des mines qui n'étaient même pas exploitables, on ne les a pas mis dans le cadre de la transition énergétique. Et en même temps, on a amené des salariés sur une voie qui est une impasse.
Et là, en ce moment, Areva dit il faut licencier 2700 personnes, enfin 4000, mais on arrivera à 2700. Mais je veux dire, qui c'est qui paye le prix? C'est après les salariés. On va poser la Et question, moi, j'en oui. veux à l'État parce que c'est l'Élysée, quand même, quelque part, qui décide dans le cadre du nucléaire. Ça n'a jamais été les ministres de l'Industrie, ni encore moins les ministres de l'Écologie. Et là, je trouve qu'ils ont une responsabilité parce qu'ils étaient actionnaires en majorité, puisque c'est autour de 85%, et ils n'ont pas du tout anticipé. Et même à l'heure actuelle, ils ne comprennent pas c'est qu'il faut important, changer ces conséquences sur l'employé, Bruno Blanchon, que vous êtes, comment vous vivez ce plan de restructuration. Moi, quand j'ai lu un petit peu les différentes réactions des syndicats aujourd'hui, vous pouvez me dire si c'est le cas, on me dit que ce plan, il est plutôt paraphé, signé, accepté et validé par vous tous. C'est le cas? Alors, par la CGT, non, la CGT ne va pas valider les 4000 suppressions d'emplois. Il y a plusieurs choses, je pense, à préciser. Bon, Madame Rivasi ne sera pas étonnée que je ne partage pas tout à fait sa vision sur l'impasse du nucléaire. Ce qui amène à l'impasse, c'est pas le nucléaire en tant que tel, c'est l'absence de politique industrielle et de vision industrielle de long terme de l'État. Et je partage parfaitement l'analyse qui a été faite sur les pertes de compétences qu'on a connues, le choix d'aller vers les Allemands au lieu de renforcer et de continuer les liens historiques qui ont fait leurs preuves qu'on avait avec EDF. L'incompétence, à ce niveau-là, c'est plus de l'incompétence, c'est de l'acharnement de la direction générale sur le dossier Uramine, sur l'EPR finlandais, alors qu'on avait alerté à plusieurs reprises en comité central d'entreprise sur les dangers qu'il y avait à continuer sur ces deux dossiers. La responsabilité, bien entendu, de l'État, qui, je le rappelle, siège à la fois au conseil d'administration d'EDF, mais aussi au conseil d'administration d'Areva, et à l'époque au conseil de surveillance d'Areva. Et pour en revenir aux 4000 suppressions d'emplois, pourquoi la CGT ne l'a pas paraphé? Tout simplement pour les raisons qui ont été évoquées sur les pertes de compétences. Dès lors qu'on fait partir 4000 personnes, les plus anciens, qui ont les connaissances et qui ont les compétences, on assèche le groupe des compétences qui sont indispensables pour faire tourner ces installations en sûreté et en sécurité, et on affaiblit le groupe. Alors, et après, je vais vous laisser réagir. On va juste écouter la réaction d'un délégué, c'est Force ouvrière Areva, sur justement ce projet Uramine. On peut légitimement se poser la question de savoir comment et dans quelles conditions ont été achetées les fameuses mines de la société Uramine. Et puis on peut se poser aussi la question de savoir comment techniquement l'EPR finlandais qui devait être un modèle mondial est devenu un échec retentissant. Lionel Tacon, est-ce que c'est un sujet tabou de demander les responsabilités quand même sur ce projet? On a l'impression qu'on en parle peu. Ça ne me dérange pas. Mais pas vous, je parlais plus généralement. Vous, je sais que vous... Il y a des faits, si vous voulez, qui sont... Quelqu'un a dit les faits sont têtus. Il y a 4 EPR en construction. Il y en a 2 qui sont des échecs. Il y en a 2, c'est une réussite. Bizarre, non? Alors, soit les Chinois travaillent comme des sagouins. Première hypothèse. Soit chez nous, il y a un cadavre dans le placard. Alors, quel est le cadavre? Il est très simple. Hein. C'est que Areva, en Finlande, n'avait jamais eu la responsabilité de mener un chantier nucléaire et n'avait pas les compétences nécessaires. EDF à Flamanville avait perdu ses compétences nécessaires. Pour parler clair, la direction de l'équipement EDF, qui était une des meilleures ingénieries nucléaires du monde, avait été supprimée. C'est tout. C'est en ça où on peut en venir aux responsabilités peut-être individuelles, parce que c'est quand même Madame Lauvergeon qui a dirigé Areva, qui a présidé à sa construction. Elle n'est pas là pour se défendre, malgré les nombreux appels qu'on lui a passés. Oui. Non, mais qui a poussé d'ailleurs l'État à créer Areva, qui regroupait justement différents acteurs du nucléaire. Et parce qu'il y a 2 dossiers extrêmement différents. L'EPR, c'est un choix technologique et industriel. Uramine, c'est quelque chose dont on peut se demander s'il n'y a pas une vaste affaire de corruption. Il y a des affaires en cours. Uramine, il faut rappeler aux gens... Vous n'êtes pas d'accord? Ce que c'est. Uramine, il faut mais juste pour aller au bout de cette phrase, Uramine, c'est Areva qui achète une mine qui ne valait rien 6 mois plus tôt, qui mystérieusement s'est mis à avoir une très grande valeur. Areva l'achète, énorme valeur. Areva l'achète, et 6 mois plus tard, on se rend compte que finalement, il n'y a pas grand-chose ou que les gisements sont assez difficilement exploitables. Et sans qu'on retrouve d'ailleurs les gens à qui on l'a acheté. Alors, les explications, Lionel Tacon. Uramine, c'est important, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel n'est pas là. Encore une fois... Ce n'est pas un choix industriel, on est d'accord. C'est un choix qui a des conséquences financières, mais ce n'est pas l'essentiel dans la situation du nucléaire français. Je reviens. Les 2 EPR chinois, ça marche? Ils n'ont pas encore... Madame,
il faudrait rentrer. Commencer à fonctionner, mais il faudrait rentrer dans la stratégie nucléaire chinoise. Les Chinois construisent sur leur sol 4 types de réacteurs étrangers. Oui. Le VVR russe, l'AP-1000 américain, le Candu canadien et l'EPR français. Pour des raisons sino-chinoises que je ne connais pas. L'AP-1000 sera mis en route avant l'EPR. Donc ce n'est pas à cause de l'EPR que l'EPR est retardé en Chine. Donc, quelle est la raison? Eh bien, c'est très simple. En 16 ans d'absence de chantier, nous avons perdu les compétences. Et là, alors vous dites quelles sont les responsabilités? Il y a d'abord les responsabilités au sein des 2 entreprises, EDF et Areva, qui ont laissé faire ça, et surtout la responsabilité du politique qui s'en est jamais aperçu. Vous avez une industrie importante de plusieurs centaines de milliers de personnes, on n'ouvre pas de chantier pendant 16 ans. Enfin quoi? Mais parce qu'il faut rappeler aussi quelle a été la stratégie à la tête d'Areva de Madame Lauvergeon, parce qu'on parlait de mauvais choix. On ne va pas parler que d'elle, hein, parce non, mais parce que c'est important, parce que justement on parle de PR et de pourquoi certains projets marchent ou ne marchent pas. Madame Lauvergeon avait un fort talent en communication, donc elle arrivait à s'adresser à sa tutelle, à l'État en l'espèce, et elle a vendu une stratégie qui était un peu celle de Nespresso. Mais on a accepté cette stratégie aussi. Oui, on l'a accepté, mais juste pour expliquer ce que c'était concrètement, c'est-à-dire elle, son point de vue, c'était de dire il faut qu'on soit capable d'aller d'amont en aval. On est capable de couvrir toute la filière. Voilà. Mais sauf que ça, c'était un regard qui était effectivement peut-être marketing ou qui marchait bien en com, parce que l'exemple Nespresso, il est frappant. Je suis capable de vous vendre la machine qui fait le café, et puis une fois que vous me l'aurez acheté, je vous vendrai les capsules. Ça, tout le monde est capable de le comprendre. Sauf que peut-être ce que Madame Lauvergeon comprenait moins, et que de toute façon l'État n'a pas compris dans l'histoire, puisque c'était quoi qu'il en soit lui qui exerçait la tutelle, c'est qu'il y avait effectivement des compétences industrielles et que ce n'était pas aussi simple qu'une machine Nespresso. Je vous laisse réagir. Il ne faut pas réduire la filière seulement au seul Areva. Il y a Areva, EDF, le commissariat à l'énergie atomique, tout un tissu d'entreprises. EDF aujourd'hui, parce qu'il ne reste plus grand-chose d'Areva, et on le sait, c'est pas un sujet tabou. C'est à peu près 220 000 salariés. Il n'y a pas 220 000 salariés dans le nucléaire à EDF. Il y a tout un tas d'entreprises de sous-traitance qui gravitent autour de cette filière-là. Et en fait, la stratégie Nespresso, c'est aussi un des symptômes de notre temps, c'est-à-dire que les dirigeants arrivent avec un modèle en tête, un modèle d'organisation du travail, un modèle de management, un modèle commercial qu'ils plaquent, quel que soit, sans tenir compte des spécificités, des contraintes de chaque industrie. Est-ce que vous leur avez dit? Oui, on leur a dit. On n'arrête pas d'en parler. Quand on dit sur une industrie à cycle économique long, on ne peut pas gérer les choses de la même manière que dans la grande distribution, que dans l'automobile, on a face à nous des managers qui finalement n'ont qu'un seul schéma en tête. C'est si bien qu'au lieu de faire face à des ingénieurs, on a des managers qui ont perdu même la vision technique. Et c'est ce qui fait défaut maintenant à l'ensemble de la filière nucléaire française. Monsieur Takoun parlait de compétences. Il y a les compétences, certes, il y a aussi l'organisation du travail sur les chantiers. Dès lors que vous multipliez la sous-traitance, que vous multipliez les interfaces, vous passez du faire au faire-faire, puis au laisser-faire. Et quand on laisse faire sur un chantier de la taille de l'EPR, on en arrive aux problèmes qu'on a en Finlande et à Michel Rivesi, quand même, on va préciser qu'aujourd'hui, il y a un grand accord à Londres. EDF crée 2 EPR. Pour la première fois, les Chinois, je parle sous votre contrôle, Lionel Takoun, vont y participer. Ça marche à l'extérieur, ça ne marche pas chez nous. Ah non, ça, oulala, c'est pas encore acquis. Hein. 34 milliards. L'important n'est pas ça. Ce qui s'est passé hier et avant-hier, en Angleterre et en France, est absolument considérable. Le 3e projet britannique sera à Bradwell, l'Hualong-1 chinois, qui est le réacteur qu'ils vont répandre dans le monde entier, qui sera construit sur un site EDF Énergie. Voilà, oui. Bon, si vous voulez, je vais vous lire un truc. Allez-y, je laisserai la parole à Madame Rivesi. Comme Prométhée donna le feu à l'humanité, l'usage pacifique du nucléaire a allumé une flamme d'espoir et a ouvert un avenir meilleur à l'espèce humaine. Qui a dit ça? Le président chinois. Oui. Il y a un an. Oui. Plus nucléariste que lui, on meurt. On meurt. Donc, la Chine s'élance absolument dans le nucléaire intérieur et extérieur. Leur stratégie de base, c'est le Hualong-1, qui est décrit comme ça. Ce projet permettra à l'industrie nucléaire chinoise de pénétrer le marché mondial. De qui c'est? Eh bien, c'est
le Conseil d'État chinois. Voilà pour la stratégie chinoise. Donc, oui. EDF, en acceptant cette construction commune à Bradwell, va donner une respectabilité au nucléaire chinois. Parce que vendre un réacteur au Pakistan, ça va. Bon. Le vendre au Royaume-Uni, c'est très important. Oui, je vous poserai la question sur les craintes tout à l'heure. Je voudrais juste laisser Michel la Rivasi question répondre que je me pose aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons eu en contrepartie? C'est la question que j'allais vous poser. Parce que, monsieur, qu'est-ce qu'il y a dans cet accord? Il y a un deuxième réacteur qui est proposé, Atmea 1, qui est directement rival du Halong-One. Avec Hamachi. Absolument. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce que vous sous-entendez? Qu'est-ce qu'il y a dans cet accord? Je sous-entends rien. Si, vous je posez la sous-entends question. Que la Chine va devenir la première puissance nucléaire du monde et va dévancer les Russes dans les 10 ans qui viennent, que leur réacteur de base, c'est le Dragon numéro 1, Hualong-1. C'est une décision politique qui a été imposée aux deux grands groupes nucléaires chinois. Le Hualong-1, aussitôt, a été mis en construction sur 2 sites chinois. Ce qu'ils cherchent maintenant, c'est une respectabilité pour le vendre dans le monde entier. On l'a compris. Si nous le faisons, cela doit être payé. Or, je voudrais bien savoir, dans cette histoire, ce que devient notre deuxième réacteur, Atmea 1, que Areva a réussi à vendre. Est-ce que vous partagez les mêmes questionnements et craintes, d'ailleurs, dans le discours de Lionel Tackoun? Bon, d'accord. Je voudrais revenir un petit peu en arrière, moi. L'histoire de Hinkley Point. En Grande-Bretagne, donc les deux réacteurs où EDF veut construire donc ces 2 EPR avec l'accord de la Grande-Bretagne, mais il manquait un investisseur, et ça, c'est les Chinois qui viennent parce que ça manquait, c'est quand même un coût prodigieux, c'est 34 milliards. Sur 35 ans, un engagement sur 35 ans, avec un coût du kilowattheure qui est le double du prix actuel pour l'électricité anglaise. Et vous avez maintenant, au niveau des énergies renouvelables, ça coûte 30% de moins. Donc, c'est un engagement. Mais c'est pas fini, cette histoire. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui disent que ça va coûter une fortune aux Anglais d'acheter ce réacteur. Bon, on a besoin des Chinois. Mais je voudrais vous poser une question. Excusez-moi, il nous reste quelques secondes. Je veux vraiment que vous y répondiez, parce que c'est important. Est-ce que vous considérez, puisque je voudrais qu'on termine sur cette stratégie chinoise, qu'il s'agit, à travers ces centrales, d'un cheval de Troie de Pékin, dans un secteur aujourd'hui stratégique et très politique? Est-ce qu'ils sont en train d'entrer ainsi sur le territoire européen? Mais bien sûr, parce que déjà, quand on a mis l'EPR en Chine, il y a 2 EPR qui sont construits en Chine, qui n'ont pas commencé à fonctionner. Mais il y avait un accord qu'il devait donner le process au niveau des Chinois. C'est-à-dire que nous, on a dit, il faut notre indépendance. Il faut qu'on ait nos réacteurs vraiment franco-français avec notre savoir-faire. Mais on s'aperçoit qu'on a donné le savoir-faire aux Chinois. Et qu'on n'a rien reçu en contrepartie, ou alors on essaie de savoir. Merci. Les Chinois. Merci pour ce débat. Et des questions importantes. On aura l'occasion d'en reparler, parce que c'est une première, cette stratégie chinoise que vous évoquez. Merci d'avoir participé. En tout cas, le nucléaire, c'est un vrai fiasco à l'heure actuelle. Et là, vous êtes d'accord pour le dire. En tout cas, on a pris un très grand retard. Ça, vous êtes d'accord.